Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Délivrez-nous. 40 minutes pour débattre, échanger, découvrir et confronter les points de vue autour d'un thème avec des autrices et auteurs, illustrateurs ou romancières, invités du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. À chaque émission, son thème. Aujourd'hui, avec nos invités, nous parlerons d'amitié singulière. Amitié d'un dragon pour une petite fille, d'un petit Français avec une enfant hongroise, à moins que ce soit peut-être aussi une histoire d'amitié avec son beau-père, ou un drôle de couple aussi qui joue au jeu de l'amour et du hasard. Alors comment évoquer et être crédible quand on évoque la question du « nous » si j'animais cette émission tout seul? Et oui, ce ne serait pas très logique. Voilà pourquoi à chaque émission, il y a une co-animatrice ou un co-animateur qui m'accompagne, me supporte dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, c'est Nora. Bonjour Nora. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Eh bien, pourvu que ça dure. C'est parti pour durer, on est ensemble pour 40 minutes. D'où viens-tu? Raconte-moi. Je suis née à Paris et j'ai vécu jusqu'à mes 3 ans à Saint-Mandé. Et après ça, on est venu habiter à Montreuil. D'accord, donc tu es venue, tu n'es pas très loin d'ici. Oui. Tu es une habituée du Salon du Livre? C'est la 2e fois que je viens. D'accord, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît ici? Les livres. Oui, ça tombe bien. C'est pas mal, hein. Tu as vu, ils sont pas bêtes, ils ont appelé Salon du Livre, tu vois. Oui. C'est malin quand même. D'accord, tu fais partie d'un club de lecture, Les Cris des ados. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un club de lecture qui a lieu un samedi par mois et où quand on n'est pas au club, quand on est au club, on prend des livres et on les lit. Et après, on fait des chroniques dessus, on dit ce qu'on a pensé. D'accord. On parle de l'auteur. D'accord. Tu fais un travail un peu de journaliste, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et au club, on discute de nos lectures, de tout ça. D'accord. Et ton club, d'ailleurs, de la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil, il est là dans le public. Donc voilà, tu les représentes aussi parce que je sais que tu as bien fait ton travail, tu as demandé les avis de tout le monde, tu as recueilli des questions et donc tu vas pouvoir poser des questions à nos 3 invités. Première question que je voulais te poser à toi, avant qu'on la pose à tous nos auteurs et autrices. Le « nous », qu'est-ce que ça représente pour toi, le « nous » qui est le thème du Salon du Livre? En général, quand on dit « nous », on parle d'un groupe de personnes. Et là, comme le thème, c'est l'amitié, j'imagine que « nous », c'est moi et mon groupe d'amis. Je n'ai pas la réponse, c'est une question ouverte. Peut-être les auteurs autour de la table y répondront. Tiens, on va poser la question à Suzy Morgenstern. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Le « nous », qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça évoque quoi? C'est fuir la folie froide de jeu pour se réfugier dans la chaleur d'un nous, d'un groupe, fuir la solitude pour faire ensemble quelque chose. Sarah, pour vous, Sarah Carré, le « nous ». Alors le « nous » ici aujourd'hui sur ce plateau, c'est le théâtre. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'écris du théâtre et c'est le sens du théâtre. Réunir les gens, c'est la fonction pour vous du théâtre. Écrire avec les autres, écrire pour les autres et écrire pour que les autres se rassemblent. Maxime Desron, vous n'allez pas y échapper non plus, non. Naturellement, hein, ça serait injuste. Eh ben pour moi, le nous, c'est quelque chose qui n'existe pas, je pense. C'est quelque chose qu'on doit inventer, qu'on doit créer et qu'on doit sempiternellement créer. C'est-à-dire que pour moi, le nous, c'est un peu un idéal à atteindre, quelque chose sur lequel on va essayer de faire corps. Et je pense que c'est un peu comme, vous voyez peut-être, je pensais à ça tout à l'heure, au poème de Queneau, 100 000 milliards de poèmes.
C'est-à-dire que le nous, c'est quelque chose, en fait, il y a des histoires, on est tous chacun une petite histoire. Et quand on se met ensemble, on peut créer des belles histoires ou des histoires moins belles. Mais en fait, pour moi, le nous, c'est une création, c'est quelque chose qu'on va créer tous ensemble. Alors ça peut être beau et ça peut être des fois aussi moins beau. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, une création. Alors, Maxime Desrouen, vous êtes auteur, mais vous êtes philosophe, vous êtes auteur et dessinateur. Oui, tout à fait. Ouais, vous êtes bordelais, hein, donc vous vivez très mal, hein, le regard de la boulangère parisienne lorsque vous demandez une chocolatine, mais bon, ça c'est... Et c'est toujours un grand débat. Ça, c'est une autre histoire. Après un long cursus donc, de recherche et d'enseignement en philosophie, vous décidez de mettre un terme à votre carrière, c'est ça, pour vous lancer, pour vous consacrer entièrement à l'écriture et à l'écriture jeunesse en particulier. Tout à fait. Si je dis des bêtises. Vous vous intégrez en 2011 le collectif Flambant Neuf à Bordeaux. C'est là où vous sortez vos plumes, en fait, aussi. Voilà. Vous apprenez à illustrer. Voilà, exactement. Voilà. À écrire pour la jeunesse. Et puis, je fais des rencontres. Alors, on parle des amitiés. Je fais des rencontres aussi avec des personnes qui sont devenues des amis. Donc, je pense à Régis Lejon. Il y avait Henri Meunier aussi, qui était dans mon atelier. Olivier Latique, Alfred, Richard Guérino. Et c'est des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai créé des amitiés et qui m'ont poussé vers la littérature jeunesse et vers l'illustration en même temps. Justement, avec Régis Lejon dont vous parlez, vous avez sorti le Bestiaire fabuleux en 2013 chez Gauthier Langros et monté un spectacle de contes aussi. C'est ça, hein. Tout à fait, oui. Alors vous êtes là pour nous parler d'un trésor lourd à porter. Alors un dragon, c'est fait pour garder les trésors. Notre dragon, il fait donc ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde un magnifique trésor. Mais alors quel ennui, hein. C'est vrai, on n'y pense pas, mais des centaines d'années, c'est quand même très très ennuyant tout ça. Heureusement, il y a une princesse, Margot, qui va venir remettre en cause la prédestinée de notre dragon épris de liberté, puis aussi peut-être elle connaître aussi une autre destinée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce livre, dis-moi? Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé le fait que deux amis se rencontrent autour d'un trésor, hein, c'est ça? Qui se rencontrent dans des circonstances exceptionnelles? Oui, c'est ça, je sais pas comment expliquer. Ouais. Dites-moi, c'est un conte philosophique, cette histoire, on peut dire ça? Un petit peu, oui, il y a un petit peu. Alors c'est toujours en filigrane, c'est une trame que j'ai. Je pense pas forcément faire de la philosophie quand j'écris des romans, mais la philosophie, comme c'est ma formation, elle transparaît quelque part dans ce que j'écris. Mais là, c'était plutôt une histoire. J'avais envie. Enfin, le thème là, c'est les amitiés singulières, et c'est vrai que j'avais envie déjà de retourner un petit peu la tradition du conte, c'est-à-dire faire que ce soit le dragon qui raconte l'histoire et non pas un narrateur humain. Donc j'ai envie de jouer un petit peu sur les standards en fait du conte, de les retourner et puis de créer une espèce de lien d'amitié entre le dragon justement et la petite fille qui vient le voir. Et justement par rapport aux amitiés singulières, j'avais envie vraiment d'axer sur la rencontre. En fait, pour moi, l'amitié, c'est vraiment une rencontre. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment rencontrer quelqu'un. Et quand on rencontre quelqu'un, en fait, ça nous change nous-mêmes. Ça nous change forcément. C'est l'autre qui va nous permettre de changer et qui va nous permettre de créer avec l'autre quelque chose de nouveau. Et ce conte, il a quelque part dans le fond, il y a ça. Il y a l'amitié que le dragon va rencontrer avec cette petite fille et qui va lui permettre de créer quelque chose de nouveau et surtout de se libérer en fait de toute la tradition, de toutes les normes sociales, de toutes les normes familiales. Et c'est dans la rencontre à l'autre, dans l'amitié qu'il va créer avec cette petite fille, qu'il va pouvoir se libérer en fait. Alors il y a tout un jeu aussi dans le livre, bon on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais où on peut se libère à l'intérieur de sa caverne. Donc il recrée à l'intérieur de sa caverne des nouvelles modes d'existence par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc il joue quelque part un peu comme dans une pièce de théâtre, il joue à exister, mais de manière nouvelle, mais en restant dans la caverne. Et donc il y a plusieurs degrés comme ça de lecture du conte, où ils peuvent se libérer à l'intérieur de la caverne. Et à la fin, bon, bien sûr, je ne peux pas raconter, mais ils sortent de la caverne pour aller vraiment pour la peine, vers un nouveau monde et créer une nouvelle existence, quoi. Caverne, Platon, philosophe... C'est vrai, oui. C'est l'inconscient là qui parle. C'est l'inconscient. T'as pas encore fait, toi, le mythe de la caverne? Encore, non? Non.
On demande aux professeurs de philosophe de nous expliquer. Oui. En résumé, très court. Non, alors oui, ça, en résumé, non, c'est pas possible de résumer la caverne de Platon, de la République, en quelques phrases. Mais il y a cette idée quand même où en fait, dans la caverne, c'est-à-dire qu'ils sont dans la caverne et ils jouent en fait avec des ombres, ils voient des ombres, ils voient une vérité en fait qui est une fausse vérité, qui est une vérité enfin, ils voient des formes dans la caverne et ils pensent que c'est la vérité. Et plus ils avancent dans la caverne, et plus ils vont vers le soleil, qui est la vérité en tant que telle pour Platon. Mais donc moi j'avais un petit peu, alors je l'ai pas fait exprès en fait, vraiment j'y ai pas pensé sur le moment, mais il y avait un petit peu ce côté-là qui était que à l'intérieur, c'est pas parce qu'on est dans la caverne qu'on est aveuglé. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une vie, on peut aussi avoir une existence dans la caverne. C'est pas une mauvaise existence forcément. Et donc il y avait un peu ce côté-là, j'avais envie qui recrée quelque part des normes de la société. Donc il recrée une maison, un jardin, etc. dans la caverne. Alors en plus en inversant, parce qu'il recrée tout en or, parce que la petite fille a une malédiction qui transforme tout en or, et le dragon a des tas de trésors, donc ils peuvent s'amuser à recréer comme ça une maison, un petit feu. Et en même temps, ils se libèrent de leurs conditions en faisant ça, mais ils ne sont pas tout à fait libérés. Mais il y a aussi cette idée on n'est jamais totalement libre, quoi. Donc il faut toujours aller voir ailleurs, il faut toujours bouger, être en mouvement, je pense, pour être libre. Et c'était un petit peu ce qu'il y avait en toile de fond dans le conte. Nora, tu as une question pour Maxime? Oui. Je voulais... moi... Il y a quelque chose qui m'a un peu, comment dire, qui m'a un peu, je sais pas, mais... Dis-nous, vas-y, on est entre nous. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi de ne pas donner de nom au dragon? J'ai pas donné de nom au dragon. C'est vrai, j'ai pas donné de nom au dragon, parce qu'en fait c'est le narrateur. En fait, c'est là où je me suis un peu amusé, c'est que c'est le dragon qui raconte son histoire. C'est son histoire, c'est l'histoire du dragon. Et donc, comme c'est le narrateur, en fait, il parle au singulier. Donc, c'est lui qui raconte et il donne pas son propre nom. Donc voilà, c'est tout simplement un peu comme ça. On pourrait peut-être, c'est un peu comme à une autre échelle, Marcel Proust. Voilà, dans La Recherche du temps perdu, où c'est pareil, il donne jamais son nom. On sait jamais qui parle exactement. Mais voilà, donc c'est pour ça. Mais après, c'est pas très important qu'il ait pas de nom, parce que c'est aussi un animal. C'est aussi ça lui donne une petite. Ce qui est important, c'est sa fonction. Voilà, exactement. Les dragons. Peut-être qu'à la fin du livre, justement, comme il sort de sa fonction et il sort de son rôle de dragon, peut-être qu'on pourra lui donner un nom à la fin du livre. Peut-être on pourrait lui donner un nom. On va revenir avec vous tout à l'heure, Maxime. On va passer à Sarah Carré pour Pingouin, discours amoureux. Alors, vous, après des études de lettres en France, en Allemagne, un parcours dans l'édition, l'enseignement, la formation, vous entrez dans l'écriture dramatique par la porte de l'adaptation. En 2012, vous publiez le Métronome. C'est votre premier texte à destination de la jeunesse. Oui. C'est ça. En 2013, vous avez réalisé aussi un travail sur la place des écrans. Ça m'a beaucoup intéressé. Peut-être on aura le temps d'en parler dans notre relation à l'autre aussi. Alors peut-être aussi les écrans nous empêchent-ils d'avoir des amitiés singulières? Peut-être. On l'évoquera tout à l'heure. Et vous êtes là pour nous présenter Pingouin, discours amoureux. Alors discours amoureux, c'est Amazon et Abélard, deux êtres qui tournent autour du discours amoureux, des sentiments réciproques ou non. Alors Amazon, elle est plutôt du genre direct, on peut dire ça. Abélard, finalement, lui est assez traditionnel. Il faut peut-être se réinventer, sortir des relations clichés pour inventer justement une nouvelle relation qui convienne et qui nous convienne, peut-être, sous forme théâtrale. Racontez-nous un petit peu ce projet. Je crois que c'est une petite fille qui vous a inspiré ce livre lors d'une représentation de théâtre, c'est ça? Alors, qui m'a inspiré, qui a participé à l'envie d'écrire ce texte. En effet, c'était une représentation d'un spectacle qui est une mise en scène d'un autre texte qui s'appelle Babyle. Et on accueillait des enfants de maternelle, donc vraiment, ils sont quand même tout petits. Et pendant cette représentation, j'ai en effet vu une petite fille qui n'avait pas du tout regardé ce qui se passait sur la scène, parce que son théâtre à elle était derrière elle. Et c'était juste un petit garçon dont
elle était évidemment follement amoureuse. Et il y avait une telle beauté dans le regard, dans le corps, dans toute l'attitude de cette petite fille pour ce petit garçon qui devait avoir entre 3 et 4 ans, que ça a participé à mon envie d'écrire un texte, en effet, qui évoque la question qui évoque l'amour, mais avec toutes ses dimensions, voilà, et aussi la sensualité qui est au cœur d'une relation amoureuse et qui est peut-être même là avant le sentiment amoureux, et parfois la sensation on a toujours l'impression que l'un découle de l'autre, et peut-être pas toujours. Alors Nora, qu'est-ce que je te demande ton avis ou pas, ou tu veux poser les questions? C'est toi qui vois. On y va pour la question. D'accord. Je sais pas par quoi commencer. Vas-y, tu fais comme tu le sens. Alors, je voulais savoir pourquoi avoir choisi Pingouin comme titre, sachant qu'on ne parle pas du tout de pingouin dans ce livre. Alors, j'ai toujours énormément de mal à choisir le titre de mes textes. J'adore choisir les titres, mais je les choisis toujours. Et j'ai plein d'idées de titres sans les livres, sans les textes. Et quand le texte est là et qu'il faut lui trouver un titre, j'y arrive plus du tout. C'est très compliqué pour moi. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc, je passe par 1000 titres. Et puis, à un moment donné, il faut bien quand même se décider. Et donc, c'est Pingouin, discours amoureux, en fait, que j'ai choisi comme titre pour ce texte. Et alors, tu as raison, ça ne parle pas du tout de pingouin. Mais en fait, le terme de pingouin arrive au milieu de la pièce. Et c'est au cours d'un jeu entre Amazon et Abélard qui s'échangent les mots doux qu'on a l'habitude de s'échanger quand on est amoureux. Et Amazon dit à Abélard « mon pingouin ». Et ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui plaît pas du tout parce que ce n'est pas du tout un terme qu'on donne habituellement à son amoureux. Et comme ça a été dit au départ, Abélard est un personnage qui a une vision de l'amour qui est très traditionnelle, inspirée de l'amour courtois du Moyen-Âge, repris par les codes de l'amour romantique. Et on ne dit pas « mon pingouin » à quelqu'un qu'on aime. Et donc, ça déstabilise complètement parce qu'Amazon trouve ça vraiment adorable. En plus, le pingouin, c'est vraiment un animal qui est, pour le coup, assez interpellant pour l'homme parce qu'il a une relation... enfin bon, bref. Il vit le nous, le pingouin. On va parler de pingouin, mais et donc c'est le moment de la pièce où il y a une bascule puisque ces deux personnages qui n'étaient pas du tout amoureux et qui jouaient avec les codes de l'amour sont peut-être rattrapés par un sentiment qui leur arrive et qui n'était pas du tout prévu. Je peux? Suzy, bien sûr. Quand vous dites que les titres, c'est très difficile pour vous, et on sait que les titres, c'est très important dans un livre, est-ce que vous hésitez à demander autour de vous? Pour moi, c'est très collaboratif, les titres. Ah oui, mais celui-là... Je demande à tout le monde comment je vais appeler, et puis l'éditeur aussi. Ah oui, c'est exactement pareil pour moi. D'ailleurs, celui-ci, Pingouin, il a fini par être décidé avec quelqu'un qui m'a fait une espèce de petit jeu avec des mots pris au hasard et où on travaille sur à sortir de la raison, de la réflexion. Et à un moment donné, il y a un mot qui sort de manière complètement spontanée. Et c'est ce mot-là qui est sorti. Donc, je me suis bien fait aider pour ce texte-là. J'aurais aimé mon pingouin, comme dans le livre. Alors, ça aurait pu être mon pingouin. Après, moi, ça m'a intéressé d'avoir le côté très raccourci, très concis de pingouin qui laisse
qui, je trouve, laisse une forme d'étrangeté, parce que mon pingouin, en même temps, on aurait eu tout de suite l'affectivité associée au mot. Et là, pingouin, je trouve ça très étrange, en fait. Oui, parce que c'est pas une relation. Voilà, c'est une relation qui est pas simple, qui passe par plein d'étapes, en sous forme de dialogue, très simple, très court, et qui, on va se balader un petit peu dans tous les sentiments, dans l'attraction, le rejet, l'amitié, pas l'amitié. C'est cette balade au cœur des sentiments que vous nous proposez, de l'amitié et de l'amour. Au cœur des sentiments, ou en tout cas au cœur d'une relation qui se cherche, dans la relation à la différence aussi. Et pourquoi Amazon? Ah voilà, alors ça aussi, ça a troublé tout le monde. Alors Amazon, au Salon du Livre, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Non, je plaisante. Alors, Abélard lui pose la question, hein, il y a une scène du livre où la question du nom d'Amazon entre en jeu. Et justement, Amazon lui dit « Mais tu connais ?» Et il lui dit non. Et elle lui dit « Mais Amazon », parce que contrairement à Abélard, qui est un vieux prénom, elle lui dit « Amazon, c'est jeune et vieux à la fois ». Il y a évidemment le sens d'Amazon ça dépend, avec ou sans eux. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que le personnage d'Amazon il est coincé entre une espèce de tradition, la tradition des Amazones, dont elle a hérité du courage, du tempérament, de l'impulsivité également. Et en même temps, c'est vraiment un personnage qui est dans son époque, est complètement inscrit dans son époque, c'est-à-dire qu'elle est dans l'immédiateté, elle est dans la consommation de quelque chose, elle veut que les choses soient faites pour elle, ici et tout de suite. Voilà. Et donc ça me plaisait beaucoup de l'appeler Amazon, parce que voilà, c'est dire aussi qu'un personnage ne sort jamais de nulle part. Il est héritier de quantité de choses qui se sont passées avant lui. Et en même temps, ce personnage, il est nouveau, il naît à un moment donné, et il va devoir lui aussi s'inventer une langue, s'inventer une relation, s'inventer un... Vous nous lirez un petit extrait tout à l'heure. Pour l'instant, je vous emmène en Italie avec Suzy Morgenstern, avec Nona Gnocchi. Bon, Suzy, je vous présente rapidement, mais bon, voilà, tout le monde, vous êtes une des stars de l'édition jeunesse. Vous êtes né aux États-Unis, à New York, comme Philippe Roth. Ça, je vous fais plaisir, je sais. Newark. New Jersey. Excusez-moi, je ne recommencerai plus. Vous avez déménagé en France suite à une histoire d'amour avec un Français mathématicien. Vous avez 2 filles qui ont été un peu déclencheuses de votre envie, de votre vocation littéraire. Alors comme Joséphine Baker, du coup, vous avez 2 amours, votre pays et Paris, quoique c'est plutôt Nice, vous. Plutôt Nice, votre amour, au lieu de Paris. Oui, mais parce que vous avez été professeur de lettres. Je suis une amoureuse de la France. De la France. Et l'Italie. Et vous avez reçu de nombreux prix pour tous vos livres. Et vous êtes devenu chevalier. Alors on dit chevalier de la Légion d'honneur. Je me posais la question si on disait chevalière. Parce qu'on parle beaucoup de la féminisation des noms. Non, on dit toujours chevalier. Je ne suis pas plus chevalière que chevalier. J'ai jamais été sur un cheval de ma vie. Alors, on va parler de Nona Gnocchi, d'histoire de confiance, qui a 9 ans. Qui doit partir en vacances d'été en Italie, à Triora, avec sa grand-mère. Bon, c'est pas très fun au départ, il n'a pas très envie, mais beaucoup plus grave. En plus, il doit rencontrer le nouveau fiancé de sa grand-mère, un Italien, Eustachio
Je prononce bien? Eustachio. Eustachio, oui, hein. Eustachio. Marlène, elle... Confiance l'appelle Pistachio. Pistachio, oui. Oui, parce qu'il est souvent en cuisine, celui-là. Marlène, la maman de confiance, elle aussi part en vacances avec son nouvel amoureux. En fait, les femmes de cette histoire sont très amoureuses. Entre recettes de cuisine, pasta faite maison et l'arrivée de Kitty, une petite Hongroise, née le même jour que Confiance, est-ce que le petit garçon qui a inventé la mauvaise foi, hein, lui, il est terrible, est-ce qu'il va enfin réussir à s'ouvrir aux autres et à laisser tomber un petit peu sa mauvaise foi? C'est un peu l'intrigue. Je crois que ça t'a beaucoup plu, ce roman, Nora. Oui. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup l'Italie, je suis italienne. Ah oui, d'accord. On ne peut pas lutter. Et puis, j'aime bien les romans comme ça qui parlent juste d'enfants et qui se passent pas forcément des choses extraordinaires, mais qui, au contraire, ont une vie plutôt normale et qu'il leur arrive finalement des choses... Il leur arrive quand même pas mal de choses à ce Oui. petit garçon-là. Il se retrouve donc chez sa grand-mère en Italie. Une grand-mère un peu féministe. Hein. C'est un peu vous, hein, en creux. Tout le monde et moi. Comme Emma Bovary, c'est moi. Et tous nos personnages, le dragon, c'est vous. Amazon, c'est peut-être Sarah c'est aussi. vous. Il doit bien y avoir un bout de Un quelque peu chose. Donc c'est un petit, donc vous mais en creux, voilà, mais pas trop. Ce petit garçon donc, il se retrouve dans un pays étranger. Alors moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que quand même il lui arrive pas mal de choses. Il arrive dans un village qu'il connaît pas, qui est plutôt historique. Lui qui rêve de grandes cités, il rêve de Tokyo. Et de New York. Et de New York, Londres, oui, bien sûr, New l'américaine, York. oui, naturellement. Moderne, Bien pas sûr. un village moyenâgeux. L'histoire, quoi. Il s'écroule. Poussiéreux, c'est vieux, c'est poussiéreux, mais il va quand même, grâce à cette petite fille, cette petite Hongroise, va naître une histoire d'amitié, là, du coup, très singulière. Racontez-nous. D'abord, j'aimerais vous raconter Triora. Ça existe et c'est le village des sorcières. Moi, j'adore les sorcières. C'est comme des Amazones. C'est des femmes sages. Et puis les hommes n'ont pas aimé ces femmes sages, la sagesse des femmes. Et on les brûlait à Triora. Et on voit encore les cabanes des sorcières quand on va à Triora. Moi, j'habite Nice et c'est à 1h20 de Nice. Et je suis fascinée par ce village de Triora. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, je vais les amener à Triora et peut-être donner l'idée des autres d'aller à Triora. Oui, c'est ce que je pensais. Je me disais, vous faites une bonne publicité à ce village parce qu'on a envie d'y aller. Je ne sais pas toi, Nora, si tu as envie de te retrouver sur la place en train de manger ces glaces, toutes les glaces italiennes, ou de manger des pastas. Mais c'est vrai qu'on a faim. Il y a des odeurs, hein, dans votre livre parce que la cuisine joue un rôle essentiel. Oui, Eustachio est cuisinier, il fait bien la cuisine, mais pas la grand-mère. Mais on se réconcilie autour de la cuisine, on fait plein de choses autour de la cuisine. Toujours. La cuisine, pour moi, c'est le cœur de la vie. Je ne conçois pas la vie sans faire la cuisine, sans éplucher les légumes, sans faire cuire des pâtes. C'est ce qu'il va découvrir aussi, ce petit garçon, qu'on peut aller juste dans un jardin, prendre des tomates, les couper, les émincer, cueillir des herbes, des choses simples pour partager aussi. C'est ça aussi. Pour être nous. Pour être nous. Tu as une question, Nora, à poser à Suzy? Non, pas spécialement. D'accord. Alors, je vous propose, on va faire une petite pause. Je vous amène dans le feuilleton. Vous savez, on a un feuilleton tous les jours ici dans cette émission. Il est signé des équipes du Salon du Livre qui sont allées à la rencontre un petit peu des jeunes. Voilà, pour leur poser justement ces questions autour du nous. Je vous propose de retrouver le feuilleton. C'est maintenant. Et on se retrouve juste après.
m'appelle Simine, je suis en 6e B au collège Solveig-Ansbach. Je m'appelle Anaïs, je suis en 6e B. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est quand on s'entraide et qu'on fait pas ça tout seul, mais parce qu'ensemble, on y arrive mieux et on est plus fort. L'esprit d'équipe, c'est être ensemble, en groupe, aussi être en collectif. Pour moi, ça fait un, car être solidaire et en groupe, ça fait plus qu'un seul. Et donc pour moi, la réponse est un. Le collectif, c'est quand on fait tous ensemble et qu'on s'entraide. Des fois, c'est dur, mais je crois qu'on peut être ensemble. Après, des fois, c'est vrai que c'est dur de trouver une juste limite entre les garçons et les filles. Mais après, je crois qu'on peut faire tout ça ensemble, ouais. Nous sommes avec Sarah Carré dans Délivrez-nous. Nous sommes encore ensemble pour une dizaine de minutes. Sarah Carré avec Suzy Morgenstern et Maxime Derouan. Tu avais une question à poser, puisqu'on parle des amitiés singulières. Je crois que tu avais une question à poser un petit peu à tout le monde. On va voir comment ils vont réagir. Je t'écoute. Alors, la question c'était, est-ce que vous aussi avez déjà connu une amitié singulière? Nos filles? Non, vous. C'est trop facile, ça. Oui. Non. Mouillez-vous. Une amitié singulière qui a traversé votre vie, peut-être. Vous avez connu. Toutes les amitiés. Oui, toutes les amitiés, oui, je pense que toutes les amitiés sont singulières. Oui. C'est ce qui fait la force de l'amitié. Enfin, pour moi, quelque part, chaque amitié est différente, chaque amitié est... Enfin, j'ai pas de groupe d'amis, je me dis pas... j'ai une amitié avec plusieurs personnes. On a une amitié à chaque fois avec quelqu'un en particulier. Et elle est toujours différente, et puis elle évolue. Et puis, ouais, chaque amitié, je pense, c'est une création, c'est une rencontre, c'est quelque chose. C'est très important. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important l'amitié en tant que telle. C'est une source de création, je trouve, vraiment dans la vie, dans l'existence, dans la manière dont on vit. Ça permet de nous transformer totalement. Enfin, Ça vous a transformé, vous? Ça me continue à me transformer avec mes amis, avec les gens. Puis il y a des gens que je vais rencontrer qui vont encore me transformer. J'espère que c'est pas terminé, qu'on n'arrive jamais à la fin des amitiés. Enfin, il faut toujours, et puis il faut les entretenir, faut les laisser avancer, faut faire des efforts. Des fois, faut les laisser aller. Enfin, pour moi, c'est de la création, l'amitié. C'est très important. Je pense qu'on tombe en amitié comme on tombe amoureux. Et moi, je suis toujours tellement excitée, heureuse quand je rencontre quelqu'un et que je me dis, ça peut être un ami, ça pourrait être un ami. L'amitié, j'ai la culte d'amitié. L'amitié, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Et surtout que je suis une exilée, je vis loin de mon pays et les amis m'ont donné une nouvelle famille. Sarah? Tout à fait. Je pense aussi que... je suis convaincue aussi qu'il n'y a pas deux relations, identiques. Et moi, j'ai même l'impression qu'on peut nouer... des amitiés singulières avec un frère, avec une mère, avec quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire Je pense que l'amitié dépasse le cadre amical et qu'il y a parfois des relations qui sont estampillées famille, travail, et en fait, elles peuvent être le réceptacle d'amitiés singulières. Aussi parce que même une relation qui est donnée, la relation que tu peux avoir avec ton enfant, elle va se construire aussi, et il va falloir construire une amitié même avec une relation qui est donnée, en fait. Et toi, Nora, des amitiés singulières? Je peux te poser la question ou... Oui. Oui. Moi, des amitiés singulières, j'en ai plein. Pareil, toutes mes amitiés sont singulières parce que quand on a un ami,
pas forcément le même qu'un autre ami, on fait pas les mêmes choses qu'avec un autre ami. Avec chaque ami, notre vie est différente. C'est un monde différent. Oui. Après, si je peux me permettre, moi, ce que je trouve assez étonnant peut-être dans nos 3 textes, c'est que là, quand on parle d'amitié, il y a toujours en fait une limite entre l'amitié, c'est-à-dire au sens traditionnel la philia, c'est-à-dire vraiment la camaraderie, avec l'éros, l'affection. Et alors vos 2 textes là-dessus, parce que le petit enfant en confiance, là, il tombe un peu amoureux, j'ai l'impression, de la petite fille. Il promet de l'épouser. Voilà, il promet de l'épouser, mais bon, ils sont dans quelque chose d'un peu juvénile, mais ça le transforme. Et c'est pas juste de l'amitié philia, il y a un petit peu d'éros. Et pareil, aussi dans votre texte, il y a aussi voilà. C'est pas très clair non plus entre les Oui, non, dragons mais moi, la différence, c'est que comme elle a une malédiction et qu'elle transforme tout en or, il n'y a pas de contact. Ou alors, dès qu'il y a contact, il y a... Le contact se transforme en or. Exactement. Mais, je trouve que c'est pas oui, je suis d'accord. Moi aussi, il y a toujours... Mais c'est vrai que c'est difficile, en fait, de faire la distinction absolue entre l'amitié et puis l'amour, au final. Quelque chose... parce qu'il y a de l'amour sans contact aussi. Il y a un amour rationnel. Enfin, c'est toute la philosophie antique, mais il y a aussi un amour dans l'amitié. Il y a de l'amour dans l'amitié. Bien sûr, bien sûr. Oui, Suzy, vous dites? C'est pas loin l'un de l'autre. Ça commence avec les 2 lettres, A, M, amitié, amour, miam, miam. C'est... L'âme. On retourne en cuisine avec vous, hein, toujours. Hein. Ah oui, toujours. C'est mon malheur. Est-ce que vous voulez prendre une petite minute pour nous faire un petit plaisir, peut-être tous les deux, avec Nora, de nous lire un extrait vous voulez bien? Oui, avec plaisir. On va faire ça pendant une petite minute. Tu es prête, Nora? Oui. Alors, on prend les textes et vous me dites quand vous êtes prêts. Puisque Maxime va intervenir aussi. Merci, Maxime. Alors c'est amusant de démarrer avec ça parce que j'allais justement dire que même dans une amitié, on peut se dire je t'aime. D'ailleurs. Alors, donc moi je lirai Amazon et Nora lira Abélard. Je t'aime. Quoi? Je t'aime. On ne se connaît même pas. Je t'aime. Quand on dit je t'aime au début, on ne sait plus de quoi dire à la fin. Je t'aime. Encore? Pourquoi tu me dis je t'aime? Je ne sais pas, comme ça. Tu ne peux pas dire je t'aime comme ça. Je l'ai dit comment? Comme ça, comme si tu disais bonjour. Ah bon? Oui? Excuse, je ne voulais pas te dire bonjour. Et pourquoi tu ne veux pas me dire bonjour? Parce que je ne te connais pas. Et puis dire bonjour, ça ne sert à rien. Et dire je t'aime, ça sert à quoi? Je t'aime. Tu continues? Sinon, je ne sais pas quoi te dire. Alors ne dis rien. Ah non, je n'aime pas le silence. Le silence, c'est pour les vieux amoureux. Je t'aime. Pas moi. Je t'aime. C'est même pas vrai. Comment je peux savoir? Tout le monde le dit. Pourquoi pas moi? Je t'aime. Arrête avec ça. Normalement, tu réponds moi aussi. Mais non, puisque je ne t'aime pas. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux dire je t'aime même si tu ne m'aimes pas. Ce sera un mensonge. Oh, tout petit, 3 mots. Pas de quoi en faire un drame. Si on dit je t'aime quand c'est faux, qu'est-ce qu'on dit quand c'est vrai? Amazon, silencieuse, articule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tais-toi maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit là? Si, tu le dis encore. J'entends rien. Elle recommence et, de fait, on n'entend rien. Arrête. D'accord, j'arrête. Elle arrête, puis articule, en silence toujours un « je ne t'aime plus ». Quoi? Amazon continue. Je ne comprends rien. Je ne t'aime plus. Faut savoir, je t'aime, je ne t'aime plus, dans un sens, dans l'autre. Tu te crois dans un manège? Moi, j'aime bien les manèges.
Ça fait des frissons et des chatouillis dans le ventre. Et après, j'ai la tête qui tourne. J'aime bien. Pas toi ? Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus passer ce moment avec nous. Vous connaissez Keybooking, hein, c'est la plateforme du salon du conseil de lecture du salon du livre. Si vous avez envie de continuer à creuser un peu cette thématique de la singularité, eh bien, nous vous conseillons quelques livres. Le Jardin secret, tout d'abord de Maud Béjon chez Dargaud. Pas très loin de là, au Japon, il y a aussi la magnifique BD La Fête des ombres, signé Atelier Santo. Martine ne sait rien faire de Dominique Perrichon aux éditions Le Rouergue. Les filles, j'adore ce titre, Les filles ne montent pas si haut d'habitude, d'Alice Buteau. Ça, c'est du côté de chez Gallimard Jeunesse. Et Lucienne Eden ou L'île perdue de Stéphane Joberti aux éditions Théâtrales. Et enfin, Passer la nuit, signé Julie Ray. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous souhaite un très bon salon du livre et de la jeunesse, un bon séjour à Montreuil. Nous, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Salut Nora. Salut. Merci. Au revoir.